Bienvenue à tous à nouveau, donc pour ceux qui nous suivent depuis quelques heures et ceux qui nous rejoignent. Pour le coup, on se retrouve donc là sur une table ronde focus, donc 15 minutes pour traiter du sujet « Quelle posture adopter face à des personnes réfractaires au changement ?» Donc un assez gros sujet, mais sur un petit laps de temps. Donc j'ai l'honneur sur cette table ronde donc, d'accueillir Audrey Chauveau, Laurent Léca et Rémi Bardou. Donc je vais vous laisser très rapidement vous présenter à nouveau, pour la plupart, pour tout le monde. Qui veut commencer ? Allez, je démarre. Audrey Chauveau, donc CPO d'Invivo Digital Factory, donc un gros groupe du secteur agricole et du retail. Voilà, pour faire court. Super. Laurent Léca, Product Director chez Payfit, solution de paye en SaaS. Et Rémi, moi je suis CPO du groupe Solvay. Parfait. Et donc pour entrer directement dans le sujet, déjà, est-ce que l'un d'entre vous a déjà justement vécu un changement, un gros changement, où vous l'auriez plus ou moins vécu, peut-être pour certains être passé du projet au produit ou autre? Moi, j'ai été dans une société qui a traversé une phase de transition assez violente parce que le fonds d'investissement nous laissait 2 ans pour remettre d'équerre les opérations, le produit, parce qu'il voulait sortir du capital et revendre. Et donc, du coup, tout le projet d'entreprise, en fait, était bousculé et cadré par ça. Et il fallait réembarquer les équipes ou affronter les personnes réfractaires au changement de ce nouveau paradigme, qui avait le mérite au moins de se reconcentrer sur des KPI business et de ressecouer un peu aussi l'existant. Et toi, tu l'as bien vécu ? Ouais, parce que moi j'étais parti de la boîte parce que je trouvais que justement le cap était pas bon et je suis revenu dans la boîte pour participer à cette phase de transition et j'ai effectivement eu des discussions avec des gens qui étaient assez réfractaires et du coup, parce que comme c'est court, je vais faire un peu vite. Moi, le principal conseil que je donnais, par exemple, à des gens qui étaient là depuis plusieurs années, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de participer à cette nouvelle aventure ? Parce que c'est pas un mariage. C'est un contrat de travail pour la plupart de ceux qui sont salariés. Et donc, du coup, de se poser la question, est-ce que chacun a envie de se remettre dans la seringue pendant 18-24 mois, sachant qu'en plus, à l'issue, on pouvait être tous licenciés en fonction du type de rachat qui était envisagé, quoi. Et ça, c'est ultra important de demander aux personnes qui sont réfractaires au changement, en fait, est-ce qu'elles-mêmes, elles ont toujours envie et elles sont toujours alignées avec l'objectif business et général de la boîte, ou ça peut être sociétal, mais parce qu'une entreprise, c'est un organisme vivant. Et on peut être aligné à un moment de la vie de l'entreprise et plus aligné, soit parce qu'on a changé, soit parce que l'entreprise a changé, et c'est pas grave. Mais il faut faire ce travail soi-même par rapport à ses objectifs personnels versus les objectifs de la boîte. Il faut se poser la question et le verbaliser, il faut communiquer. Toujours la clé. Beaucoup. Toi, Rémi, tu as déjà ? Oui, pareil, c'était des contextes quasi similaires, mais dans des contextes de rachat. La boîte dans laquelle j'étais arrivé avant, mais avant ça, il y en avait eu à tous les étages. C'est une boîte, moi je suis arrivé, on était 30, je suis parti, on était quasiment 500. Donc des changements, il y en a tout au long de la vie de la boîte. Et quand il y a le rachat, c'est un peu plus gros parce qu'il faut réorganiser les équipes, travailler avec la structure qui rachète, etc. Je suis assez d'accord avec cette analyse de dire il faut aussi parler avec chacun et voir ceux qui ont envie de changer, ceux qui ont envie de la nouvelle aventure et ceux qui n'ont pas envie. Des fois, c'est simplement des peurs de l'inconnu ou de peur de faire autre chose. Il faut aussi les accompagner, ces gens-là. Il y a des gens-là qui arrivent au bout d'une expérience. Il faut les aider à trouver la suivante. Moi, c'est quelque chose dans lequel je me suis toujours beaucoup impliqué aussi, d'aider les gens à rebondir sur autre chose. Il y a des gens qui sont très bons, mais qui sont arrivés au bout à un endroit. Et nous, les premiers, je pense qu'on a déjà rebondi des fois sur d'autres endroits. Donc, c'est un point important. Et le deuxième, qui est quelque chose que je m'attachais beaucoup à faire, mais qui arrive un petit peu avant le changement et qui est vrai surtout dans des boîtes qui changent tout le temps, c'est justement d'habituer le changement. Le changement ne doit pas être vécu comme un traumatisme et comme un tremblement de terre à partir du moment où il est fréquent et préparé. Et en fait, d'habituer tout le monde dans les métiers dans lesquels on est, nous, quand on a choisi ce métier-là, la tech, le produit, même au sens large, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit tout lisse, quoi. On est dans des boîtes qui changent quand même beaucoup, peu importe que la boîte elle fasse 33 000 personnes, ça change quand même assez fréquemment. Le tout change, tout l'univers change. Le Covid l'a encore montré de manière explosive, mais c'est qu'un des changements qu'on a vécu sur les 10 dernières années. Donc il faut habituer le changement. Et nous, on avait
on s'était mis avec l'ancien CTO un rappel tous les 6 mois dans notre agenda, et tous les 6 mois on se reposait la question, on se disait ok, qu'est-ce qu'on change ? Est-ce qu'on change quelque chose ? Et juste changer les équipes. Des fois tout allait bien, mais c'est juste se dire tout va bien, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut faire pour que ça aille mieux ? Et en fait, habituer les gens à changer de place, à changer d'équipe, à changer de scope, à accompagner des gens qui passent des ops au produit, qui passent du produit au marketing, à habituer le changement et à le rendre en fait normal. Et dans le type de boîte dans lequel on est, c'est normal que ça change. Ouais, c'est super intéressant. C'est vrai que le faire plus régulièrement, au final, ça fait qu'à la fin, on en a moins peur. Parce qu'au final, les personnes réfractaires au changement, il peut y avoir, comme tu disais tout à l'heure, Laurent, ça peut être juste, on n'a plus les mêmes objectifs, on va dire, que l'entreprise, mais ça peut être aussi juste un peu de la peur, parce que l'humain aime être dans ses habitudes quand même. Et toi, Audric, tu as déjà vécu Ouais, en fait, pour rebondir, effectivement, sans être dans le cas extrême que cite Laurent, qui forcément génère de la peur et ça peut se comprendre, c'est vrai qu'on constate que le moindre petit changement d'organisation va générer de la peur. Et on n'a pas forcément des réfractaires en tant que tels. Ouais. On a juste des gens qui, s'ils ne comprennent pas pourquoi ce changement s'opère, pourquoi on l'accompagne, quelle est la stratégie derrière, de base, ils ne sont pas réfractaires. Ils ne peuvent pas juste s'impliquer et être acteurs du changement, donc ils subissent. Et personne n'aime subir. Donc pour le coup, je trouve que les exemples de Rémi sont hyper percutants. On parle d'habituer l'organisation, parce que mécaniquement, dans une organisation produit, à chaque fois qu'on scale, de toute façon, on refond l'organisation. Je ne vais pas parler de la table ronde qui est la suivante, mais je trouve que les deux sujets sont extrêmement liés. D'où la programmation. On a bien fait le drive. Et pour le coup, par rapport à ça, est-ce que vous aurez des leviers, des tips pour arriver à reconnaître une personne qui serait réfractaire au changement, mais qui ne vient pas vous le dire forcément ? Parce que justement, on parle de peur, d'appréhension. Est-ce que vous avez des petits tips qui pourraient dire comment reconnaître et comment enclencher la communication avec cette personne ? Tu as déjà des mesures assez simples de demander aux gens comment ils vont. Enfin, tu demandes à chaque sprint, par exemple, aux gens de noter leur expérience. Enfin, de la même façon que tu peux faire des rôtis à la fin d'un meeting, tu lui demandes de le dire de façon plus ou moins anonyme, parce que tu n'es jamais dans des équipes où de toute façon l'anonymat te couvre. Et ensuite, il faut, dans le prolongement de ce que disait Rémi, normalement, tu parles régulièrement avec les gens où tu as des... Enfin, chaque manager, ça relève de sa responsabilité. Et c'est là où le job de manager, c'est quand même un métier excessivement humain, parce que le but, c'est d'aider les gens à atteindre leurs possibilités et à exploiter, à être fulfilled au travail. Enfin, il faut que tu te dises, justement, comme tout change, comme il faut être créatif, ça reste des métiers créatifs, il faut que les gens se sentent bien et tu es obligé de poser cette question régulièrement. Alors ça peut être dans un outil, dans un KPI machin, ou ça peut être simplement de faire le tour de tes équipes, mais de vraiment les regarder droit dans les yeux et leur dire mais en fait est-ce que ça va ? Parce que si tu connais tes collaborateurs, tu n'as pas besoin d'un outil très poussé pour voir qui va bien ou pas. C'est clair, ça se voit tout de suite. Je suis complètement d'accord. Moi je commence 100% de mes one-to-one, des points que j'ai en direct, de manière hebdo, par la question comment ça va. Et en fait, cette question, elle est hyper importante. En France, la réponse ne sert à rien, parce que tout le monde répond ça va, peu importe. C'est juste le comment il est répondu. C'est ça va, ça va, ça va. Et en fait, juste cette intonation va changer tout. Moi, je l'accompagne d'un emoji, je demande de le faire à l'écrit. En fait, j'ai mis un set d'emojis parce qu'ils permettent de différencier le ça va, mais ils sont tous ça va, et il y a un ça va pas. Quand j'ai un ça va pas qui sort, là, c'est vraiment ça va pas et qu'il va falloir tourner tout le truc autour de ça, mais il sort quasiment jamais. Et en fait, juste distinguer le ça va, et là, après, ce qui compte, c'est la deuxième question, c'est celle qui vient derrière, de pourquoi, ou qu'est-ce qui se passe, ou est-ce qu'il y a quelque chose, etc. Et c'est ce qui va derrière, mais ça se sent assez vite. D'accord. Tu es plutôt aligné, tu as un autre tips ? Je suis aligné, mais pour moi, il manque un truc, c'est que il faut aller au-delà de nos équipes directes, parce qu'on ne peut pas discuter avec tout le monde, et on essaye de connaître tout le monde, mais tu vois, tu as parlé de la crise du Covid, derrière un écran, ça devient de plus en plus compliqué de se rendre compte vraiment de la véracité de la réponse, de cette tonalité du ça va, surtout si on perd la webcam, alors là, pour le coup, c'est fini. Et en plus, quand les équipes explosent, on a de plus en plus de mal à prendre cette demi-heure par semaine avec chaque personne pour se rendre compte. Et moi, pour essayer d'aller plus loin, ce que j'essaye de regarder, c'est comment les gens investissent leur temps, à quel point ils sont en décalage par rapport à la roadmap, par rapport à la vision qu'on a partagée et la façon dont ils investissent. Et en fait, plus ça s'écarte,
plus c'est révélateur du fait qu'on n'a pas accompagné un changement. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas compris, donc ils ont fait ce qu'ils pensaient bon, ce qui est à leur honneur. Mais ça veut dire qu'on n'a pas accompagné le truc et qu'ils sont en train d'investir leur temps, leur force, d'être focus sur un sujet qui n'était pas le bon. Et pour moi, c'est révélateur du fait qu'on est en train de rater une gestion du changement parce qu'on ne les a pas accompagnés, donc ça diverge. Et donc justement, dans ce cas-là, pour accompagner le changement, il y a un changement. On ne parle pas forcément de personnes qui sont réfractaires, mais justement de plutôt les faire adhérer à ce changement. Qu'est-ce que vous mettriez en place pour justement dire, OK, maintenant l'entreprise, elle a, entre guillemets, une nouvelle vision, un nouvel objectif pour des rachats, pour autre raison. Quelle serait la première chose, entre guillemets, que vous mettriez en place pour essayer de faire participer, de faire adhérer des personnes? Alors, moi, je dirais dans le sens d'Audric de dire c'est pas que notre équipe directe, c'est déjà de montrer que c'est une décision d'entreprise ou de business unit. Et donc là, il faut que le leader de cette organisation impulse la dynamique parce que c'est important de montrer que c'est pas quelque chose perdu qui tombe de l'espace, de se dire il faut faire un changement et où après arrive le dernier middle manager qui doit impulser le tout. Donc c'est important que ce soit assumé en tant que décision d'entreprise. Donc ça peut être dans un all-hands meeting, qui peut même être par visio, compte tenu de certains contextes, soit d'éclatement d'équipe, soit de pandémie. Mais ça doit être impulsé et pour qu'après chacun, à son niveau, joue ce relais d'explication et après de proposer des sessions d'approfondissement pour soit réexpliquer, soit traiter les questions, mais si possible en groupe, pour aussi éviter le côté j'ai pas trop compris et du coup en fait j'ai pas osé poser la question parce que j'étais pas dans le bon mindset. Mais vraiment que ce soit pas de la psychologie de groupe, mais un peu quand même de se dire c'est effectivement il faut pivoter. Quel que soit le type de pivot, on ne parle pas de changer forcément tout le business model, mais de se dire, est-ce qu'on fait l'effort de bien l'expliquer et est-ce qu'on laisse le temps aux personnes de poser des questions et pas forcément en live, parce qu'il y en a, ils vont mettre 1 ou 2 jours à se dire, mais j'ai bien réfléchi et en fait, moi j'aimerais bien justement profiter de ce changement pour passer sur un autre sujet. Donc il y en a, ils vont faire des mini business case carrément pour se positionner. Mais voilà, être le plus ouvert pour justement laisser les gens se positionner. Ouais, je suis d'accord. C'est laisser la possibilité aux gens et leur expliquer. En fait, quand un changement, c'est rare que ce soit un changement qui soit vraiment débile et sans raison. Il y a toujours une raison derrière, une explication. Dans des rares cas, c'est des raisons qui peuvent être confidentielles ou ce genre de choses. Mais en général, quand le changement arrive aux équipes, la confidentialité, elle est déjà passée. Donc, il doit toujours pouvoir être expliqué. Après, ça fait partie du boulot de product. C'est encore plus fort sur un manager. Il doit être pédagogue. Quand il doit négocier sa roadmap, sa priorisation, il doit être pédagogue auprès des équipes. C'est la même chose quand il doit expliquer un changement et quand il doit emmener tout le monde. Il faut qu'il l'exprime avec les bons mots et que ça doit être clair. Normalement, tout le monde doit être capable de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce shift, pourquoi est-ce qu'on arrête de traiter tel problème et on fait celui-là, pourquoi est-ce qu'au contraire, on ne fait plus du tout ça. Il y a une raison derrière, elle peut être financière, elle peut être stratégique, elle peut être contextuelle, il y en a plein, mais en tout cas, elles doivent pouvoir être comprises. Et on a dû tous, dans les 12-18 derniers mois, expliquer aux gens pourquoi on changeait. C'était très facile parce que tout le monde était touché par le Covid, donc c'était très simple à expliquer. Il y a le Covid donc, et chacun a adapté plus ou moins et certaines choses. Mais c'est le cas pour tout un tas de choses. On va lever des fonds, donc on a été racheté, donc, et c'est ce qui va derrière qui compte. Et pour ça, parce que d'ailleurs, tu parlais d'habituer, donc de faire des petits changements assez réguliers. Est-ce que sur ces petits changements-là, ça reste, entre guillemets, du top-down, ou est-ce que là, on pourrait faire participer les équipes pour leur dire, voilà, c'est dans une phase de petits changements progressifs comme ça, et que c'est eux qui remonteraient des idées pour justement que ce soit participatif et qu'ils s'impliquent encore plus. Dans l'idéal, tu fais du bottom-up partout. C'est plus simple quand c'est comme ça. Après, ça dépend à quel point tu peux le faire. Il y a toujours de la place pour le faire. Et effectivement, il faut toujours faire en sorte que les idées viennent des équipes parce que ça sera encore plus simple à mettre en place et elles seront plus souvent meilleures. Les idées, par contre, ça dépend à quel point tu es obligé de guider ou pas. Des fois, tu peux être très très libre. En général, tu as quand même un petit guide et dire voilà la contrainte, voilà ce qu'on va faire, comment est-ce que vous le verrez. Mais dans l'idéal, tu fais du bottom-up au maximum. Okay. Encore une fois, les gens, ils n'aiment pas subir. Donc, s'ils peuvent s'impliquer et être à la manœuvre dans le changement, ils ne le vivront que mieux. Alors, c'est sûr que, comme tu le dis, de toute façon, c'est pas toujours évident. Il y a des choses qui tombent, que tu n'as pas anticipées. Et là, tu pries pour avoir un mec inspirant à la tête de la boîte qui arrive à te vendre n'importe quoi.
Et il y en a, heureusement, ça aide. Ça aide énormément. Et donc, pour le coup, pour clôturer, parce que c'était une petite table ronde, juste là, vraiment, si on devrait retenir 3 leviers pour aider à, voilà, soit à capter qui est réfractaire au changement, ou les faire adhérer, ou même se dire, voilà, on prend un exemple concret, on est dans une orga plutôt projet qui est en train d'être produit. On sait que généralement, ce changement-là, il est assez difficile. Quel serait, voilà, chacun un levier, vraiment que c'est le levier que vous préconiseriez. Allez, un ou deux. La com. Enfin, voilà. vraiment, non, mais je pense qu'on va tous dire le même. Mais c'est vraiment de prendre le temps de discuter individuellement et en équipe et d'écouter. Parce qu'en fait, c'est pas de dire on va faire comme ça, je t'explique le rationnel derrière, mais on va faire comme ça. Est-ce que tu adhères? Qu'est-ce que tu en penses? Et comment tu te vois l'appliquer? Parce qu'en plus, le changement, ce sera aux équipes de l'appliquer. Non, mais c'est important d'apporter la nuance. Il faut parler, mais il faut écouter. Parce que sinon... C'est plus dur. Ouais, il faut même... c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il faut écouter et il faut être capable de libérer les gens. Parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas passer. Dire, attends, là, tu dis ça, mais je suis sûr qu'il y a autre chose derrière. La peur du conflit, là, il y a beaucoup de choses qui passent. Et donc, attends, vas-y, dis-le s'il y a quelque chose, c'est maintenant, il faut le dire. Mais communiquer, oui. Moi, j'aurais mis communiquer, identifier, de bien identifier, et après accompagner. C'est une phase importante dans tous les sens. Accompagner vers le changement, accompagner vers d'autres opportunités ou vers ce genre de choses. Un levier à rafouter? Ouais, non, ça se résume, dit différemment, je pense que c'est une question de posture. Il y a une posture à adopter dans ce contexte qui est particulière, qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. On n'est pas toujours le mieux placé pour accompagner un changement. Il faut des gens qui soient capables de se mettre dans cette posture. Et voilà, ça sera le mot de la fin pour le coup. Donc merci beaucoup pour cette table ronde. Donc là, on revient dans quelques minutes avec la dernière table ronde de la journée, suivie de l'happy hour. Et juste avant, on va lancer, chez WeVoo cette année, donc on a commencé les formations, donc on va vous lancer une petite vidéo pour la formation. Chez WeVoo, nous avons pensé la formation WeFormation de manière modulaire pour vous permettre de suivre des parcours qui couvrent l'ensemble du cycle de vie produit. En tant que Product Manager Junior, j'ai assisté à cette formation pour apprendre à construire un produit en passant par la phase de Discovery jusqu'à la phase de Roadmap. On a également abordé les KPI produits et les KPI d'équipe. Toutes les best practices qu'on a pu voir pendant cette formation ont été simples à mettre en place au sein de ma mission. Dans cette formation, on s'adresse aux PM qui souhaitent travailler sur des démarches plus macro et stratégiques. On va apprendre à construire une vision produit, à mettre en place des OKR pertinents et atteignables, et à savoir cartographier une chaîne de valeur et l'aligner sur le SI. On va construire une initiative et la décliner en une roadmap bien cadencée, et on conclut avec le Product Launch. Dans cette formation, on va voir comment, avec la User Research, je peux transformer des questionnaires, des interviews, des chiffres en vrai insight utilisateur. Le plus, c'est qu'on a non seulement l'expérience de Fatima, mais on a aussi ses conseils pour bien mener des ateliers.